Cette semaine, à l'épisode 21 de Retour sur l'investissement, moi-même, Nicolas Ray et mon acolyte Kevin Pépin avons le plaisir d'avoir comme invité Jean Sasseville, courtier immobilier spécialisé en multilogement et également actuaire de formation et d'expérience, qui vient nous parler de l'importance de calculer non seulement l'argent, mais le temps lorsqu'on considère le retour sur l'investissement par rapport à notre éducation, par rapport à l'obligation ou non de faire affaire avec un courtier immobilier. Et on parle également d'intelligence de marché et plein d'autres sujets super intéressants. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute et bonne semaine. Salut Jean! Comment ça va? Nicolas. Ça va bien? Content de te voir. En forme? Kevin. Ah oui, content de t'avoir. Oui, Fait en que, forme. Très actif. Aujourd'hui, on a un bel épisode avec toi. On va pouvoir parler de retour sur l'investissement, autant par rapport à toi comme étudiant au Collège de l'AMREX, Exact. comme courtier immobilier qui travaille avec beaucoup d'étudiants. Puis on va également pouvoir parler un petit peu du marché Airbnb au niveau locatif de Montréal. Donc, pour les gens qui écoutent l'émission d'aujourd'hui, comme toujours, je m'appelle Nicolas Ray. Je suis PDG de la MREX. Je suis avec mon acolyte. Kevin Pépin, professeur à l'AMREX et investisseur immobilier. Excellent. Et Jean Sasseville, le fameux Jean Sasseville. Alors, Jean, tu es actuaire de formation. Tu as travaillé longtemps comme actuaire, Une vingtaine d'années. une vingtaine d'années. Puis, finalement, tu as pris un tournant de carrière pour aller dans l'immobilier. Exact. Donc, une grande scolarité, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience également. Puis, maintenant, tu travailles comme courtier immobilier dans la région de Montréal, autant au niveau du multilocatif, autant au niveau du Airbnb. C'est quoi qu'est-ce qui caractérise ton travail présentement pour OK. qu'on rentre dans le bain? Peut-être une petite parenthèse. Quand on parle d'Airbnb, c'est un exemple, c'est un créneau. Moi, je dirais que tout à l'heure, on peut préciser, j'ai plusieurs créneaux. OK. Je dirais que ce qui me définit, je crois qu'il faut être authentique. Rendu à 60 ans, ce que je réalise, tu as un goût plus important d'être authentique, de faire ce que tu aimes. Avec des clients que tu aimes, puis avec une certaine indépendance financière, ça te le permet aussi là, d'y aller dans cette direction-là. Donc, je travaille avec juste des investisseurs. Je pense que c'est ça le terme important. Que l'investisseur achète un triplex propriétaire occupant, comme c'est arrivé, puis qu'on a rajouté un 4,5 au sous-sol. Pour moi, c'est un bel investissement. Je travaille beaucoup en commercial, semi-commercial, en conversion de logement. Donc, c'est l'aspect, faire de l'argent. C'est sûr plus en détention, mais des fois, il y a des projets un peu particuliers. Ça fait que tu te permets d'être Créatif. sélectif dans Oui. Oui. ta sélection de clientèle, dans les projets également qui vont te passionner, parce que tu es rendu là dans ta carrière. Oui. Fait qu'essentiellement, on pourrait parler longtemps, c'est sûr que la grande majorité de mes transactions, c'est du multilogement. Ouais. Mais puis comme tu sais, on en a discuté à quelques occasions, moi, je travaille juste avec des acheteurs. Ouais. Vous allez dans Centris, Jean Sasseville à zéro listing. Je les réfère à d'autres courtiers. Ce qui est très contre-courant, en fait, parce que dans toutes les écoles de courtier, puis dans les formations de courtier, on entend souvent ça. Le nerf de la guerre, c'est d'avoir des listings. Puis pour réussir comme courtier immobilier, il faut avoir des listings. Puis tu sais, toi, ton approche est très différente. Puis tu as eu un retour sur l'investissement qui, je pense, qui est très bon parce que ça te permet d'avoir, toi, une clientèle fidèle. C'est une bonne question. C'est un bon commentaire. Ça fait 3 ou 4 ans que je suis courtier. J'ai commencé dans la première année volontairement à prendre le moule, à faire ce qu'on me dit, à appeler des vendeurs du proprio qui ne réussissent pas à vendre, des contrats sous-centrés expirés. De te faire envoyer promener au téléphone. Oui, les cold calls, hein, tu sais, chez Ray Harvey, tu connais, les cold calls, c'est juste drôle, mais c'est des nombres, là. C'est sûr qu'il faut accepter le rejet. Absolument. Mais c'est sûr que c'est plus payant, surtout dans un marché actuel, d'un marché de vendeurs, c'est plus payant aller chercher des listings puis les mettre sur Centris, puis obtenir des offres multiples, là, par exemple. Tandis qu'un marché d'acheteurs, là, je vais aller dans le droit au but, c'est facile qu'on a une certaine autorité, trouver des clients sérieux, mais trouver des beaux immeubles, des bons immeubles appropriés, c'est là le nerf de la guerre. Puis peut-être ça prend une personne un peu
bizarre, parce que c'est un challenge. Ouais. C'est quelqu'un qui veut chercher les difficultés. Mais ça va avec ton profil aussi parce que tu es à un stade de ta carrière où tu veux être sélectif, tu veux te gâter, tu veux avoir du plaisir, tu veux être passionné de ce que tu fais. Oui. Ce que je pense que les gens devraient faire à tout âge, que ce soit à 60 ans Exact. ou à 26 ans, mais veux pas, ça prend une confiance, ça prend une connaissance de soi pour faire ça. Puis ça fait en sorte que, tu sais, peut-être que oui, le retour sur investissement, de travailler comme courtier avec juste des vendeurs, peut-être qu'il est plus grand de façon monétaire, Oui. mais je pense que dans ton cas à toi, puis on le voit, il est plus grand de façon globale, tu sais, au niveau de ta qualité de vie, au niveau de ton bonheur. Tout à fait. Puis tu une finis par valeur faire de l'argent ajoutée pareil aussi, là, tu sais. je veux dire. Tu as une valeur ajoutée comme actuaire, tu apportes un aspect financier que beaucoup de courtiers n'ont pas. C'est toute la connaissance de la mathématique financière, c'est Ouais. souvent une des faiblesses du Je courtage. tremble pas. Là. Quand on me parle de vente, de valeur présente, c'est sûr, je suis plus âgé que mon client. Un de mes premiers clients s'appelait Philippe Foisy. Je l'avais rejoint par Facebook. Je n'étais même pas courtier en passant. Qui est également prof au collège d'Amrex. Mais Philippe a travaillé à ce moment-là à Standard Life, qui était acheté par Manulife. Mais moi, j'ai travaillé 13 ans à Standard Life. Donc, je vois un actuaire à Standard Life qui s'intéresse à l'immobilier. Il fallait que je le rencontre. Je suis allé prendre une bière avec. Puis 2 ans plus tard, on a acheté un logement qu'on parlait tout à l'heure, Jean Barthélemy, qui a eu de l'activité cette semaine. Mais tu as raison. Tu as raison, Kevin. C'est sûr que le fait d'avoir une base d'ingénierie financière, moi, quand j'étais à l'Université Laval, en 78-80, j'étais première classe au niveau actuaire. Donc, même, j'étais chargé de cours. Déjà, j'étais assistant de professeur en ce qu'on appelait mathématiques financières. Nous, on n'est pas les mêmes temps, ou mathématiques actuarielles. Puis, dans les années 90, j'étais chargé de cours à l'UQAM aussi en actuariat. Donc, dans ce temps-là, j'étais plus hot. Ouais. Puis peut-être que quand je suis revenu en immobilier, parce que j'étais investisseur depuis longtemps, mais j'étais un petit investisseur. Je n'utilisais pas mes techniques de mathématiques financières, stratégie financière vraiment élevées. Parce que j'étais un joueur de créneaux. Dans les années 80, j'achetais des petits plex, mais tu n'avais même pas besoin de faire trop de calculs. Là. Ouais, il y avait le vent dans les voiles. Là. J'utilisais des calculs sur des napkins, tout ça. Mais j'ai vraiment fait de l'argent dans les créneaux. C'est hors propos, mais c'était pas dans le multilogement. Mais quand il y a quelques années, peut-être je vais revenir, j'ai d'abord été courtier, j'ai vu que c'était pas, vendre des condos ou acheter des condos avec des jeunes couples et tout ça. Ma valeur ajoutée était moindre, j'aurais été un courtier moyen. Ouais. J'avais vraiment une intention de me spécialiser auprès d'investisseurs. Mon background était un background d'investisseur. Jamais travaillé avec ces gens-là. Je commençais à acheter des multilogements, dont un avec Philippe, d'autres, quelques-uns. On a eu l'occasion de se rencontrer avant que tu partes Amrex. Oui, c'est vrai. Oui, au Carlton, au Ritz-Carlton. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour dire, pour moi, ça avait été une rencontre déterminante. Ah ouais? Ah oui. Même, je dirais que c'était une raison, une grande raison de mon succès, c'est t'avoir rencontré à ce moment-là. Tu m'as ouvert les yeux. Depuis ce temps-là, je te suis. Merci, je suis honoré. Je lis religieusement tout ce que tu fais et je fais le contraire. Ma joke préférée. Là, Parce que nous sommes taquinés. J'achète tout au prix de la porte. Non? mais ça soulève un point intéressant pour les gens qui écoutent présentement parce que, tu sais, on a toujours un peu deux écoles de pensée ou deux discussions toujours ambiantes dans sur les réseaux sociaux puis également dans les soirées. Tu as toujours l'école où le clan qui est très pro-éducation, c'est important de s'éduquer, de lire des livres, d'écouter justement des podcasts ou des podcasts, d'écouter des conférences, d'aller dans des événements et tout ça, suivre des formations. Puis tu as toujours l'autre côté de la médaille, les gens qui disent que l'éducation, c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de ça, apprends ça sur le tas, va sur le terrain, fais tes choses à toi. Puis toi, comme actuaire, tu sais, comme premier de classe, comme actuaire, tu as fait 20 ans d'actuariat,
tu deviens courtier immobilier, puis malgré ça, tu es venu faire des cours d'ingénierie financière à l'MREX. Ah ouais. En fait, tu as fait tous les cours, tu as été un des premiers à faire tous Ouais, les cours chez ouais. nous, autant en ingénierie financière qu'en structuration de partenariat, même en stratège immobilier comme courtier immobilier. C'est quoi le minding OK. derrière ça? Puis c'est quoi le retour sur investissement que ça t'apporte, toi qui avais déjà autant de connaissances? Avant de répondre à ça, c'est ça. Peut-être juste dire tout à l'heure, on parlait de courtier de vendeur. J'ai beaucoup de respect parce que c'est souvent, les courtiers typiques, c'est des généralistes. Ouais. Donc, eux, c'est le volume. Vendre un condo, une unifamiliale, vendre des choses. Ouais. Donc, c'est pas pour... c'est pas pour dire que leurs défis ne sont pas importants, mais le défi est autre. Exact. Le défi, c'est un défi opérationnel, c'est pas un la défi même de créer une équipe. Mais moi, étant ce que je suis, pourquoi je courrais ce modèle d'affaires-là, d'avoir la méga équipe qui fait 300 ventes par année, c'est pas ce que je veux faire. Mhm. Donc, je voulais finir cette parenthèse-là. Ouais. Bon, oui, effectivement, j'avais un certain background, mais c'était plus un background théorique. OK. Appliquer une vanne, faire des calculs de rentabilité dans un domaine. Par exemple, moi, j'étais dans le domaine de l'assurance collective. C'est une chose. L'appliquer dans l'immobilier, sans trop d'expérience, c'en est une autre. Ouais. J'aurais pu le faire sur le tas. Je suis une personne autodidacte. Ouais. Mais pour moi, j'étais justement dans mes débuts. Le timing était extraordinaire. Ouais. Donc, oui, apprendre la formule de valeur présente, où j'allais appliquer pendant 20 ans, ça va. On t'a rien appris là. Mais aller un peu plus loin dans tel aspect, Ouais. tout comme l'aspect que moi, l'aspect financement, quand j'ai appris à faire du financement commercial, je voulais aller plus loin. Là, Ouais. Ben oui, c'est quoi une valeur économique puis tout ça, parce que les cours pour devenir un courtier commercial nous apprennent absolument rien au niveau mathématique, au niveau financement. Ça prend les bases. Oui, les bases. Les bases de base. Ben, c'est-à-dire comment remplir les formulaires, Ouais. puis le droit commercial, dans le sens que le droit commercial, c'est pas pour le multilogement ici. Peut-être je peux préciser. C'est quand on fait un bail commercial dans le commerce, l'industriel, le droit commercial est très important. Mais pour le multilogement, j'avais mes cours de courtier m'apportaient un peu sur le côté technique. Ouais. J'avais une soif de l'apprendre. Oui, je l'apprenais avec des courtiers hypothécaires, mais l'apprendre là est important. Puis je dirais que ce qui est encore plus important, c'est que la création à l'MREX a vu des courtiers avec qui j'ai gardé des très bonnes relations. Il y avait une qualité de courtier qui voulait apprendre, qui aurait différents backgrounds, et aussi des investisseurs, parce que tes cours avaient ces deux gens-là. Et j'ai gardé des relations avec beaucoup de ceux-là, je ne vais pas parler. Liens, donc, c'est pas juste le cours en tant que tel, parce qu'on peut faire venir des livres américains ou des choses comme ça. C'est, je dirais, la synergie de groupe d'apprendre dans ces cours-là. J'irais même plus loin. J'aurais presque le goût de refaire les mêmes cours. Ils ont changé en plus. Puis, oui, c'est vrai, parce que Kevin, dans notre temps, ça faisait dur. Il y avait juste Nicolas comme prof. C'est ça. Il n'y avait pas Philippe, il n'y avait pas toi. On a monté toute une équipe de professeurs. Là. On a un corps professoral assez... non, mais c'est vrai que détaillé. quand tu parles, mais même... non, je fais une blague, encore une autre blague de mauvais goût, mais on apprend toujours, même si c'est la même information. On ne maîtrise jamais quelque chose à 100 ou 110 %. Moi, je serais la personne honnête, la plus honnête devant tout le monde ici. J'apprendrais à faire les cours. C'est clair. Puis cette humilité-là, cette connaissance, cette compréhension-là, je pense qu'elle est importante de maximiser les retours sur investissement parce que nous-mêmes, moi et Kevin, on est constamment en train de faire de la nouvelle recherche. On les change toujours, les cours. Là. On est toujours en train de pousser plus loin. Fait que, puis je veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, mais je comprends mal les gens qui pensent que ils peuvent juste apprendre ça en le faisant sur le tas, puis pas besoin d'aller plus loin que ça. Bref, puis dans les retours sur investissement, que ce soit au niveau de c'est quoi un investisseur regarde pour avoir comme retour sur une éducation, sur un livre qu'il achète, sur un cours, ou également sur un immeuble, je pense qu'il y a aussi une erreur toujours de faire juste le calcul basé sur le financier.
Exemple, les gens vont regarder un immeuble qui va être à vendre. Puis ils vont dire, cet immeuble-là est à vendre à 5,2 de TGA, puis l'autre est à vendre à 5 de TGA. Fait que je vais acheter celle-là à 5,2 parce que je vais avoir un meilleur retour sur investissement monétaire. Mais ils n'ont pas calculé, exemple, le temps. Ils n'ont pas calculé que le 5, là, celui à 5 de TGA, peut-être qu'il demande beaucoup, beaucoup moins de temps de gestion, moins de risques, moins de stress et tout ça. Puis c'est la même chose pour les cours. Il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, j'ai fait un cours, puis ça m'a permis de sauver 10 000 sur ma première transaction. » Mais c'est pas toujours juste ça, le retour sur investissement. Ça peut être aussi la vitesse d'apprentissage. Parce que oui, tu pourrais aller sortir 3-4 manuels de cours des maîtrises d'immobilier aux États-Unis, mais le temps que ça va te prendre pour les lire, puis de faire la synthèse de tout ça versus en l'application de multilogement, ça va te demander beaucoup plus de temps que de lire un cours. Fait que je pense qu'il faut faire attention de toujours penser à l'argent, mais il y a le temps. C'est ce que je voulais dire. C'est un peu ce que je voulais dire. Puis tu me fais penser à quelque chose. Là, on me dit « Ah oui, tu es actuaire », mais ça, c'est tous des noms. Bien, oui, je suis un petit chien savant qui sait calculer une vanne, mais il faut savoir l'interpréter. Mais ce que j'ai plus appris aussi, c'est que oui, je savais une balance de vente, les pots puis les comptes. Mais là, je sais vraiment plus l'appliquer. Disons, ma moyenne au bâton de le trouver avant cours MREX et après. J'apprends parce que, comme tu sais, Kevin, j'ai beaucoup de respect pour toi. Le financement, c'est important. Mais moi, je n'ai pas un background de financement commercial. Puis vraiment comprendre l'impact d'une balance, mais là aussi, non seulement dans les cours, j'ai appris c'était quoi une balance, mais là, le deuxième cours d'ingénierie financière. Comment l'appliquer avec le notaire, avec le vendeur? Action sous écrou, débenture. Puis ça, c'est juste des termes. Mais, puis tout ça, puis je peux juste donner un exemple que j'ai fait il y a quelques semaines. Là. Je suis à la fois mais je suis un peu péteux de brou. Mais quand on maîtrise quelque chose bien, c'est là qu'on peut penser hors de la boîte, l'expression mauvaise traduction peut-être. C'est là qu'on peut être plus créatif. J'ai fait une balance de vente de 65 de l'immeuble. OK. Ah. Ça, c'est le fun, hein? C'est une belle balance. Comment j'ai fait ça? Tu vas nous le dire? Un bas taux d'intérêt. Puis c'est niaiseux, il n'y a rien de sorcier. C'était un quadruplex 100% commercial. C'est quelqu'un qui avait 6 immeubles, donc il venait d'en vendre 3 sur 6. Donc, pas besoin de tout son cash tout de suite. Comme vous savez, le commercial, c'est un immeuble qui aurait été extrêmement difficile à financer. Une façon, c'est de sortir la banque du portrait. Donc, on a fait une mise de fonds de 35 % et notre banquier, premier rang, était le vendeur. Puis c'est un projet où est-ce que nous, on prend les deux commerces et on les subdivise en 3 au rez-de-chaussée. On détruit le 2e étage et on rajoute 10 condos. Et d'ici 18 mois, tous les condos vont être vendus. Donc, on a besoin d'une balance de 2 ans seulement. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, ce n'est pas de la grande ingénierie financière. Mais où j'ai pu me distinguer, c'est que j'avais un client qui ne vient pas d'Emrex, qui travaillait depuis plusieurs mois directement avec le vendeur, ça ne fonctionnait pas, parce que le prix demandé était 1,2, puis l'immeuble était en vente depuis longtemps, puis les offres étaient toujours à 1 million, 1,50 million. Bien, nous, on a offert 1,2 million. Et on a structuré l'offre en conséquence que le 1,2 million pour nous, c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Vous avez trouvé le sweet spot, là, tu sais, c'est ça l'objectif. Puis c'est ça qu'on apprend dans nos cours. Puis c'est pour ça, peut-être, je voulais le partager avec vous, là. Mais c'est un excellent point parce que c'est la différence entre connaître quelque chose puis l'appliquer. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'on en voit plein de monde, tu sais, puis toi aussi dans ton travail, là, moi je connais ça, les balances de prix de vente, moi je connais ça, telle affaire, moi je connais ça, les blocs. Puis après ça, tu vois que théoriquement, oui, ils connaissent ça, ils comprennent, ils savent c'est quoi ça veut dire. Puis après ça, j'entends des commentaires comme « Ah, ben les balances, ça se fait plus. » Mais ça veut dire que tu connais la balance théoriquement, mais tu sais pas comment l'appliquer. Parce que si tu savais comment l'appliquer, c'est pas ça que tu serais en train de me dire. C'est là qu'on peut faire la différence entre ceux qui connaissent vraiment le marché, puis qui participent dans le marché, puis un peu les faux-nez, puis les fakes, puis ceux qui finalement, ils pensent connaître le marché, ils pensent qu'ils sont dans le marché, mais ils ne sont pas vraiment, tu sais. Puis ça, c'est super important parce que l'apprentissage, sans l'application, sans l'intégration, ça ne sert pas à grand-chose.
Le plus bel exemple, c'est avec les balances de prix de vente de la CHL. Il y a beaucoup sur le marché de gens qui croient qu'on ne peut pas faire de BPV avec la CHL. C'est impossible. C'est impossible. Mais en réalité, c'est une mauvaise compréhension du ratio de couverture de la dette. Ouais. J'ai adoré votre vidéo sur les mythes de balance de prix de vente. Oui, dans un des épisodes précédents, je pense. Puis sur les valeurs économiques, Ouais. tout ça. Comme vous dites, il n'y a pas une valeur économique. Je dis, enfin, on dit ça. Parce que des fois, souvent, on dit, c'est quoi la valeur économique? Je dis, attends, là. Ah non, ça, c'est sûr. Oui, il y a la CHL, mais après ça, il y a la valeur économique conventionnelle de chacune des banques. Exact. Puis non, mais c'est effectivement, c'est très pertinent ce que tu dis, qu'il y a beaucoup de mythes. Puis, mais des fois aussi, il ne faut pas dire, oui, avec la CHL, c'est facile. Non, ils ont, de mémoire, tu connais mieux que moi, mais ils ont 4-5 critères quand même. C'est complexe. Il faut connaître les critères. Puis, moi, il y a beaucoup de je ne transactions sais même pas qui si le j'en ai fait. permettent Oui, pas. je pense que j'en ai fait une, mais disons, c'est pas ma première idée. On va faire une balance de prix avec la CHL. Là. C'est plus difficile. Là. Fait que, Jean, parle-nous un petit peu aussi du retour sur investissement qu'un investisseur immobilier peut espérer avoir en faisant affaire avec un courtier immobilier. Parce que ça arrive souvent des situations. Là, j'en ai un dernièrement, je parlais avec un étudiant de la Meurthe qui avait l'opportunité de faire l'acquisition d'un immeuble qui était d'un vendeur qui n'était pas représenté. Ouais. Puis là, il me demandait qu'est-ce que je fais? Je rentre dessus moi-même avec une promesse d'achat du proprio ou quelque chose comme ça. Puis c'est sûr que moi, ma réponse est très claire, puis j'y crois fortement, de rentrer avec son propre courtier acheteur. Même si moi, je peux rédiger une promesse d'achat, je connais les promesses d'achat de fond en comble, même moi-même, je ne rentrerai pas en me représentant. Mais toi, comme courtier qui représente des acheteurs, parle-nous un peu de ce retour sur investissement-là. Mon opinion va avoir l'air biaisée, je suis courtier. Ben, c'est sûr, mais... Mais non, mais c'est sûr, ça va venir du fond du cœur. Ouais. Mais je respecte les personnes qui prennent la décision d'y aller sans courtier. Ouais. C'est la libre compétition. C'est clair, c'est leur droit. C'est leur droit d'abord, parce que je pense qu'il faut mettre ça clair. Mais c'est pas parce que tu sais comment faire que tu devrais le faire, à mon avis. Je ne répondrai pas vraiment à ta question, parce qu'avant, ce que je vais dire, peut-être la vraie question, c'est quoi la valeur ajoutée du courtier? C'est clair, exact. Après, on va dire, si ça, dans ma décision, je vais le prendre. Ouais. C'est quoi? Parce que, tu sais, je ne veux pas descendre la formation. On apprend comment remplir un formulaire, mais comme tu l'as dit, remplir un formulaire, mettre des conditions d'inspection, financement, visite. C'est pas de l'astrophysique. Là. C'est la base. Ouais. Quelqu'un, je pense que quelqu'un peut le faire. C'est plus loin. J'aimerais répondre où est-ce qu'on a déjà un investisseur qui a déjà une bonne connaissance de base, mais qui veut faire des investissements sérieux, même s'il connaît bien les choses. La valeur ajoutée, d'abord, c'est lors de la négociation. Okay. Nous, on est retiré émotionnellement. On est à l'extérieur. D'accord ou pas d'accord, c'est un plus. Ça, c'est sûr. Il y a une deuxième opinion. Combien de fois des gens parlent de moi, des fois dans les 5 à 7, puis ils me disent, puis j'ai gagné des fois, je pense, une certaine crédibilité auprès d'investisseurs, parce que moi, je leur recommandais de sortir de la transaction, pas la faire. Ben, tu travailles pour l'acheteur. Je travaille pour l'acheteur uniquement, puis je me vois comme conseiller. Exact. Donc, cette valeur ajoutée-là, puis j'en ai vu comme ça, c'est de leur dire, voir des choses qu'ils ne verront pas. Un courtier, c'est un mini-expert dans plein de choses. L'aspect légal, l'aspect financement. On n'est pas là, mais c'est parce que dès le début de la transaction, il faut avoir ces connaissances-là. La même chose. Donc, l'aspect négociation, l'aspect naturellement vérification diligente. Comment une fois, moi, on arrive, tout à l'heure, je parlais de projets un peu flyés, d'aller voir la ville, vérifier la grille d'usage, voir si c'est possible. Aller voir la non-conformité. Exact, au niveau de l'urbanisme, L'urbanisme, tout. Bon, on ne rentrera pas l'histoire des baux, toute l'histoire de vérification, mais tout cet aspect-là. Moi, au début de ma carrière de courtier, j'appliquais,
on doit donner 3 noms d'inspecteurs. C'est plus simple que ça. Moi, je connais mes clients par cœur, puis j'essaie vraiment d'une valeur ajoutée de bien choisir les experts qu'il faut fournir. J'aimerais, au cours de l'interview, parler de 4 investisseurs MREX avec qui je travaille actuellement. Ouais. Je vais nommer leur nom. Naturellement, c'est un actuaire, c'est un de mes premiers clients, Philippe Foisy. Un de nos premiers étudiants en plus. Et professeur ici. Et maintenant professeur, oui. Isabelle Baron, que j'adore, qui Ouais. est naturellement une très bonne base, mais au niveau humain, tout ça. Qui a fait partie de la première meute. Martin Gauthier, avec qui j'ai trippé faire des offres d'achat. Et un client de Québec que je connais depuis très peu, puis qu'on parlait avant la vidéo, c'est Maxime Boutin. Oui, que tu es dans une transaction présentement avec. Là. Fait que c'est 3 individus différents, mais je vais m'en servir un peu. Ouais. Quand on travaille avec ces gens-là, prenons l'exemple Maxime Boutin, il est de l'extérieur. Maxime, c'est un expert d'optimisation, un des plus grands que je connais dans les clients que j'ai ou clients potentiels. Il est très bon en home staging. Moi, je crois énormément en home staging, mais c'est pas moi qui le fais. J'ai ma home staging professionnelle dans mon équipe. La réponse qu'il m'a donnée lorsqu'on a fait des visites de l'immeuble avec ma home stager, il dit « Jean, j'ai un croche professionnel avec ta home stager. » Ah ouais? Donc, je lui ai amené. Je vous ai parlé de ce chiffre tout à l'heure. Dans son projet, moi, je lui ai présenté un projet de fou qui était comme ça. Lui, l'a amené là. Ouais. On parle de budget énorme d'optimisation. Ah ouais. Un élément clé, c'était de choisir l'évaluateur. Lui avait d'autres noms d'évaluateurs. J'ai comme imposé mon nom d'évaluateur. Il n'a pas regretté parce qu'il y a eu une évaluation en conséquence, en quelqu'un qui était capable de comprendre, d'évaluer l'immeuble après tous ces investissements-là. Ouais. Donc, avoir dans ton équipe des gens appropriés pour des projets un peu particuliers, Ouais. je crois vraiment que c'est une valeur ajoutée. Fait que je m'arrête là, je pourrais continuer, mais puis peut-être un dernier point, souvent qu'on me dit, genre, parce que moi, effectivement, étant conseiller, puis que je suis là des mois après la transaction, les gens, ils m'appellent, puis ils disent, ça me fait du bien de pouvoir t'appeler, c'est juste parce que tu es bon conseil, on peut continuer. Ouais. Si je serais, c'est vraiment pas une critique, mais j'aurais une approche différente. Moi, je suis comme ça, mais je serais une approche plus transaction. Ben, je pourrais pas être comme ça. Je dirais, moi, ma rémunération, c'est la commission. Et travailler des heures et des heures sur un dossier 3 mois après, où est-ce que la commission était là, ça serait une perte pour moi. Ouais. Donc, moi, je travaille juste avec 8 à 10 clients à la fois. Mais ces clients-là, j'aime mieux travailler comme ça et avoir ce type de relation-là. C'est une relation très fiduciaire. Tu sais, on a Ouais. parlé beaucoup d'un cours Ouais. pour les courtiers au niveau MREX, au niveau du CMS. Là. Ouais. C'est le concept de fiduciaire. Puis Ouais. malheureusement, c'est difficile à aller chercher. Puis c'est le travail des investisseurs immobiliers de bien passer en entrevue leur courtier immobilier pour être capable de voir est-ce que ce courtier-là va être capable d'être un fiduciaire pour moi ou est-ce que c'est simplement un agent transactionnel. Puis tu sais, tantôt, tu parlais des valeurs ajoutées, de faire affaire avec un courtier. Tu sais, la négociation, d'être retiré émotionnellement. Moi, je sais que toi, tu es retiré émotionnellement parce qu'on en a parlé au début. Tu es sélectif par rapport à ta clientèle. Tu as eu une certaine réussite dans la vie. Tu es rendu à une maturité, puis une confiance, puis une estime de soi qui te permet d'être un véritable fiduciaire. Ouais. Il y a beaucoup de courtiers qui ne sont pas capables de le faire. Mentalement, ils ne sont pas rendus là d'un point de vue de leur relation avec l'argent ou financièrement dans leur vie. Ils n'ont pas encore un coussin qui leur permet mentalement d'être un fiduciaire et de se retirer émotionnellement de la transaction. Puis, tu sais, j'en vois beaucoup des jeunes courtiers ou des courtiers qui réussissent peut-être moins bien. Puis on va dire que c'est un cycle vicieux parce que l'échec mène à une mentalité de pauvreté puis une mentalité de manque. Mais tu sais, dans ces cas-là, c'est des courtiers qui sont malheureusement attachés émotionnellement à la transaction parce qu'ils ont besoin de leur chèque de paie qui s'en vient. Fait que je pense que si les investisseurs veulent avoir accès à un courtier multilogement, qui effectivement va être un fiduciaire, puis
puis qui va apporter une plus-value au niveau négociation. Oui. C'est important qu'ils jasent puis qu'ils discutent avec le courtier. Puis un des meilleurs exemples, c'est justement quand un courtier dit à un investisseur de ne pas faire la transaction. Je pense que c'est un des plus grands signes de ça. Pour gagner une crédibilité à long terme. Je pense que c'est un point. Moi, je crois beaucoup en l'avenir de la profession de courtier avec les jeunes. Il y a des jeunes gars comme toi, Kevin, des jeunes, disons, qui ont des bacs, que ce soit en administration, moi, je suis plus comptabilité. Ben, tu es un peu plus vieux. Non, mais si on parle des courtiers, que ce soit courtier hypothécaire, courtier immobilier, disons, en multilogement, qui peuvent, je veux dire, c'est pas comme dans le vieux temps là, qui arrivent avec un secondaire 3. Non, c'est sûr. C'est des gens qui ont des bacs, qui ont des bonnes bases en finance et tout ça. Mais s'ils veulent aller dans le multilogement, je crois qu'ils doivent aller plus loin que leur cours. C'est clair. Il y a un perfectionnement à faire. Puis ils doivent penser plus loin que la prochaine transaction. Ben non, c'est un investissement. Mais tu as raison, c'est sûr que c'est une famille à faire vivre, puis qu'il y a le stress des dépenses à payer le Provigo et toutes les autres dépenses. Puis tout ça, ça ne doit pas être facile. Tu parlais tantôt des cadres étudiants, tu as parlé un petit peu de Maxime Boutin. Oui. Qu'est-ce que tu avais à dire un petit peu sur les autres étudiants? Oui, c'est ça. Là. Merci de me ramener à ce sujet-là. Ce que je veux dire, parce que tout à l'heure, on parle, ah oui, Jean, tu es actuaire, tu connais. Moi, je vais être honnête avec vous. Avec des Isabelle Baron, des Martin Gauthier, des Philippe Foisy, je ne calcule pas la rentabilité. C'est un Philippe, là, c'est un Kevin. Là. Kevin, quand il parle, il fait ses calculs, j'ai de la misère à le suivre. Là. Moi, je suis mon Excel, je n'ai pas le temps de plugger paramètres. Lui, il est déjà en train d'interpréter. Là. Ils ont une vitesse incroyable. Fait que, l'important, c'est pas faire le calcul de la valeur économique, faire le calcul de la vente. C'est d'en discuter, de l'interpréter, d'aller plus loin. La comprendre. Puis, moi, de poser des questions. Donc, moi, ce que je peux apporter, c'est le complément. J'essaie pas de... Comment dire? Tu t'adaptes à chaque client. Intelligence d'affaires. Oui, je ne suis pas un control freak. Des fois, il y a des courtiers plus âgés qui font control freak, qui font vraiment dire, bon, je suis le courtier, j'ai 25 ans d'expérience, puis tout ça. Voici l'analyse, voici la transaction. Ça va se faire comme ça, mais c'est pas ça, un conseiller. Non, Maxime est à Québec. Maxime a telle connaissance. Maxime n'a pas besoin... Il y a une connaissance d'optimisation. Moi, j'amène d'autres parties. Donc, c'est un peu ça. Puis, étant pas control freak, le premier super bon deal que j'ai eu avec Philippe, c'est justement une occasion, quand il y a quelque chose qui va mal, c'est une opportunité. On était brûlés à CHL, on était refusés à CHL, mais c'est une histoire d'horreur. Fait que Philippe allait l'acheter en conventionnel, mais on avait besoin d'une balance de vente. Puis, c'était un courtier qui... C'était pas le client qui était le frein, c'était un client de Toronto. C'était un gars d'affaires. C'était le courtier. J'ai rencontré le courtier, mais avec Philippe. La négociation, quand tu l'as négocié à deux, c'était Philippe qui a mes arguments. Moi, je regardais le langage corporel de l'autre. Quand tu es deux, tu n'es pas là pour te piler sur les pieds puis interrompre l'autre. Donc, on le fait en équipe. Avec Isabelle Baron, on avait une réunion où je présentais son offre. En tout cas, l'histoire même, je me doutais que la courtière n'allait pas être contente, je ne l'ai pas informée, mais Isabelle est avec moi parce que Isabelle est adorable, c'est une personne âgée. Je voulais créer un lien entre le vendeur et l'acheteur. Donc, moi, c'est ma vision de m'adapter et de ne pas se sentir, je ne sais pas... en compétition parce que mon acheteur a des compétences et que moi, je vais freiner ça. Je vais trouver ma valeur ajoutée quelque part. Sinon, le client ne devrait pas m'engager. C'est ça. Puis je ne pense pas que tous les acheteurs qui nous écoutent devraient m'engager. Moi, je suis une personne particulière pour un certain type de client. Plein d'autres investisseurs devraient engager d'autres personnes que moi. Puis ça va beaucoup avec la philosophie qu'on propage et qu'on enseigne. Chaque immeuble va avec le profil de l'investisseur. Puis un immeuble peut pas être un deal pour tout le monde.
Ça peut être un deal pour certains profils investisseurs. Ouais. Comme un autre immeuble peut être un deal pour certains profils investisseurs, mais Ouais. peut être trop cher pour d'autres profils investisseurs. Tout à Même fait. chose au niveau du courtier, même chose au niveau de tout ça. C'est là que le courtier est vraiment une valeur ajoutée, c'est de comprendre le profil de son client avec l'immeuble. Tu sais, moi, ce que j'aime, Jean, c'est quand tu mentionnes que tu es prêt à te retirer d'une transaction pour protéger ton client. Tu sais, il y a beaucoup de courtiers sur le marché que c'est des vendeurs, en fait, c'est pas des conseillers. Ouais. Puis je trouve que c'est vraiment là la valeur ajoutée, puis que c'est là que le marché s'en va. Là. Je crois que oui. Je crois que quand on parle du rôle d'Emrec, ça va monter un certain niveau de compétences de certains investisseurs. Ouais. L'intelligence de marché. c'est ce Oui, qu'on l'intelligence essaie de de faire. marché Ouais. et de courtier. Puis, je peux vous dire que cette semaine encore, Philippe a acheté deux 6 logements et le courtier du vendeur était un étudiant De la ouais. meute, même. Ouais. Même de la meute, de la Ouais, deuxième c'est meute. vrai. Je vais aller plus loin. Ouais. Donc, pour moi, c'était facile parce qu'effectivement, l'immeuble, c'est un immeuble optimisé, donc Ouais. un immeuble cher. Mais Cher là, de la porte. oui. Ben là, Je peux pas la laisser passer, celle-là. Là. Surtout tes deux blagues tantôt. les là. plures de banane. Moi, j'ai couru après. Non, mais regarde, le prix de la porte, je le Ah, c'est regarde. Je pense qu'il faut qu'on regarde un immeuble sur toutes ses coutures. Ouais. Moi, ben, je suis de la vieille école, je regarde quand même, je calcule le coût de la Mais porte. cette transaction-là, le deal se faisait surtout au niveau du financement primaire et du financement subordonné. Puis Ben- c'est là que beaucoup de gens puis d'investisseurs qui font juste regarder des ratios de base comme le prix de la porte. Tu as réussi à répondre à la question parce qu'avec la plure Ah de ouais. banane, je te dis que Ah ouais. tu as raison. Fait que c'était facile de négocier une balance de prix de vente Ouais. avec un courtier étudiant de MREX. Ouais. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas. Parce que des fois, effectivement, il faut être honnête, il y a des courtiers qui sont des freins. Ouais. Ça prend plus de temps. Manque de connaissances. Puis c'est pas de mauvaise volonté, Non. mais ça complique. Absolument. Pour eux, ça complique la transaction quand on parle de balance de vente. Puis il y a des vendeurs qui sont plus âgés, donc il y a eu des mauvaises expériences avec une balance de prix de vente. Bon, on réussit, mais c'est plus long. Ouais. Mais de travailler avec des courtiers d'Emrex, c'est de temps en temps, là, c'est agréable. Puis moi, je ne vous cacherai pas, je travaille avec des clients qui viennent de toutes les écoles. Ouais. Avec les clients d'autres écoles, j'apporte une valeur ajoutée différente. Mais de travailler avec des gens MREX, ma valeur ajoutée est ailleurs. Ouais. C'est agréable d'y aller dans toutes les façons. Je pense que si on fait une conclusion de cet épisode, on peut parler vraiment de s'assurer de bien calculer son retour sur investissement, non seulement en termes monétaires, mais également penser en termes de temps, d'énergie, Ouais. de bonheur global également, puis l'importance de son profil, du profil de son courtier, Voilà. puis de la plus-value au temps dans la transaction. Je pense que ça fait le résumé de tout. Puis en connaissant son profil d'investisseur, c'est d'aller chercher un courtier qui couvre tes angles morts. Absolument. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, si les investisseurs qui écoutent en ce moment sont capables de se rappeler de ça, puis de vraiment le mettre en application, ils vont avoir de superbes carrières devant eux autres, puis ils vont pouvoir atteindre leurs objectifs. Oui, c'est ça. Moi, mon mot de la fin, c'est un peu ça. On vient toujours effectivement au profil d'investisseur. Une valeur ajoutée du courtier, justement, il y a une connaissance de marché. Ouais. Souvent, moi, je vais parler d'un nouvel investisseur à des attentes, à des recherches d'immeubles plus théoriques. Je vais rechercher l'immeuble parfait en telle rue et tout ça. C'est d'ouvrir les horizons différents, ouvrir des horizons à différents créneaux. C'est pour ça que je ne voulais pas nécessairement parler juste d'Airbnb, ça peut être des commerciales, ça peut être de la conversion, tout ça. Ouais. C'est d'ouvrir différentes possibilités. Je sais qu'avec toi, je vais avoir de la difficulté avec Airbnb. Faire des, mais peut-être avec d'autres choses. concessions sur certains paramètres. Ben voilà, parce C'est que des fois, comme toi, par exemple, Kevin, tu fais des choses extraordinaires dans certains projets dans le sud du Québec. Mais c'est ça, c'est qu'un courtier va avoir des connaissances de marché de d'autres produits qui va peut-être amener le client, parce que je crois que si le client se restreint à faire des immeubles standards où est-ce qu'il y a une demande très forte, il y a beaucoup d'acheteurs qui vont, par exemple, vouloir acheter un immeuble pas cher, un petit multi pas cher à optimiser. Bien là, tu vas te retrouver, toi, en tant que client, tu te retrouves dans une situation d'offres multiples.
ou à mettre un prix trop cher, puis après ça, à faire une baisse de prix trop basse. Ton courtier va t'amener à faire une recherche d'immeuble différente, à mon avis. Absolument. Puis il va justifier sa commission élevée, là, trop chère. C'est jamais ça. Je pense qu'on va être obligé de te réinviter. Un peu comme Tommy, on pourrait probablement faire un épisode juste sur l'Airbnb. Au moins 1 heure sur les Airbnb, sur différentes affaires, sur la profession de courtier. Fait que c'est sûr qu'on va être obligé de te réinviter, Jean. Puis j'aimerais remercier... Ça serait un grand plaisir. Ben oui, ce serait le fun. Parce que, regardez, vous savez, j'ai un blog, je suis la même opinion que vous. Ouais. Tout ce qu'on peut donner aux gens, on reçoit parce qu'on montre on est en 2018. Ouais. On veut contribuer à l'intelligence de marché global. Pour acheter en 2018, quand on parle d'intelligence, il faut acheter différemment. Exactement. Puis vous pas se faire avoir au refinancement en 2023. Mais là-dessus, écoute, je souhaite une bonne semaine à tout le monde qui écoute. Merci, Jean. Pour les gens qui sont en formule podcast et en podcast, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Jean. Choisissez le sujet, mais à bientôt. Salut. Bonne semaine.